Bonsoir et bienvenue à tous. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, arrivé officiellement deuxième à l'élection présidentielle d'octobre 2018, vient d'annoncer qu'il ne participera pas aux prochaines élections législatives et municipales prévues le 9 février prochain. Parmi les raisons évoquées par le MRC, un code électoral taillé sur mesure pour la victoire du RDPC, le parti au pouvoir. Mais à quel point ce code électoral, à quel point le système électoral actuel est mauvais au point de contraindre une formation politique comme le MRC qui avait pourtant le vent en poupe depuis octobre 2018 à une sorte de suicide politique. Quel sera le visage du double scrutin de février prochain sans le principal challenger du RDPC? Le MRC n'a-t-il pas signé son arrêt de mort politique? Le MRC ne croit-il pas pouvoir pêcher dans les eaux du SIF dont on sait que son bastion traditionnel, le nord-ouest et le sud-ouest, ne prendra pas part de façon optimale à ce double scrutin? Et pour les formations politiques qui se lancent dans cette course, quelles sont leurs chances avec la défection du MRC? En bref, que nous réserve l'avenir avec l'agitation politique actuelle? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 le débat. Merci madame, messieurs de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, le docteur Moussa Kalindassa, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie Duval, c'est moi qui vous remercie. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous présenter mes condoléances les plus émues. Merci docteur Dassa d'être venu. Vous êtes enseignant au département de droit fondamental à la faculté des sciences juridiques et politiques. Et le droit privé fondamental. Droit privé fondamental. Exact. Voilà. À l'université de Douala. Merci donc d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. Je vous en prie. Docteur Etienne Genfak, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir. Vous êtes enseignant au département de droit public, c'est la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Exactement. Voilà. Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager le point de vue, le regard de la société civile sur les questions qui affectent la quotidienneté des citoyens. Vous êtes expert des questions de démocratie, des droits de l'homme, de gouvernance et bien évidemment tout ce qui touche aux élections. Et vous êtes coordonnateur d'une ONG qui s'appelle Un Monde à Venir. Oui, c'est ça. Disons que je travaille beaucoup sur les questions de citoyenneté et donc qui portent à la fois les droits de l'homme et la démocratie. Donc l'organisation a un axe spécifique sur le suivi de la démocratie au Cameroun. Je crois que je peux l'affirmer, l'ONG Monde à Venir est sans doute la première organisation qui déploie le plus grand nombre d'observateurs électoraux sur le terrain depuis quelques années au Cameroun. Merci Philippe Nanga d'être là ce soir dans le cadre de cette émission. Maître Simon Serge Kaka, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les copanélistes et surtout bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Kinos Télévision. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et surtout président de l'association juriste d'Afrique pour la bonne gouvernance. Tout à fait. Et vous observez depuis quelque temps cette sorte d'agitation dans l'espace politique camerounais. On se souvient qu'il y a quelques semaines, il y a eu comme une sorte de tergiversation pour ce qui concerne le SDF qui se décidait d'aller ou pas au double scrutin de février 2020. Il y a eu un NEC qui s'est tenu, au terme duquel on a appris que le SDF ne participerait pas aux élections. Puis, quelques heures après, semble-t-il, un autre NEC a été convoqué. Et cette fois-là, il y a eu une résolution, ou en tout cas un texte signé du président national du SDF, le chairman John Foudi, qui annonçait que le SDF prendrait bel et bien part au prochain scrutin du février 2019. Alors qu'on n'avait pas fini de spéculer sur cette question, on apprenait que le MRC ne prendrait pas part aux élections législatives et municipales suite à une décision du Conseil du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ce qui, depuis lors, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Maître Simon Serge Kaka, que vous avez d'ailleurs fait une publication sur vos pages officielles, pour vous, c'est une faute, c'est une erreur, le MRC commet-il une faute politique
en décidant de ne pas participer à ces élections municipales et législatives? Duval, permettez-moi de faire observer dans mon prolongement de propos que ma mission, en venant à cette mission, n'était pas de venir, porter un regard critique à cette décision du MRC et qui fait l'actualité en ce moment. Mais comme effectivement, vous l'avez si bien dit tout à l'heure dans la présentation que vous avez faite de ma personne, je suis président d'une association qui s'occupe des questions de gouvernance. Et depuis pratiquement 2 mois, nous travaillons de manière acharnée et de manière approfondie sur, les principaux piliers de la gouvernance politique. Et lorsque nous nous donnons cette mission, nous avons l'obligation de donner un point de vue sur toutes les questions qui touchent l'actualité, notamment une actualité qui relève de la gouvernance politique. Donc, je dois dire de manière, de manière neutre, que objectivement, lorsque nous caricaturons, lorsque nous faisons l'exégèse de cette décision du Conseil national du MRC, le sentiment général qu'on peut avoir est que cette décision du MRC a déstabilisé, pour ne pas dire dérouté, la masse critique électorale qui semblait être favorable à ce parti. Ça, c'est une vérité qui se dégage. Et l'autre réalité qui se dégage, c'est que lorsque nous voyons ce qui se passe depuis cette décision, on a l'impression que cette décision a également pris de court, pour ne pas dire dynamiter les ambitions des potentiels candidats de ce parti. Parce que lorsque nous l'analysons, nous en arrivons à nous demander si cette décision a tenu compte des intérêts de la base. Et cela, effectivement, remet au goût du jour la sempiternelle question qui s'est toujours posée en ce qui concerne nos partis politiques, c'est-à-dire les partis politiques de notre pays. Mais de ce point de vue, il faut déjà signaler qu'une interview donnée par le professeur Alain Foguet chez les antennes d'Equinox Radio, je crois hier ou avant-hier, dans cette interview, il précisait que cette décision n'est pas la décision d'un homme, Maurice Kamto, elle n'est pas seulement la décision du directoire, mais c'est une décision du Conseil qui est élargie à des responsables départementaux et régionaux du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comme pour dire qu'il y a eu un large consensus, en tout cas, cela a été élargi le plus grand possible à la base, cette décision qui a été prise de ne pas participer à ce double scrutin. Oui, ça c'est une lecture qui tient la route, mais ce qu'il faut quand même intégrer dans cette analyse, c'est que lorsque nous suivons ce qui se passe, j'ai vu une image qui fait le tour des réseaux sociaux. Il y a un candidat de ce parti qui fait grise mine depuis que cette décision a été prise. Ce qui laisse transparaître qu'il n'y a pas eu une véritable concertation entre les différents maillons de la chaîne MRC. Donc aujourd'hui, moi j'étais en train de dire, ça je reviens sur ça, que cette décision, remet au goût du jour la sempiternelle question qui s'est toujours posée concernant nos partis politiques. On a l'impression qu'il y a une véritable déconnexion entre la base et le sommet du parti. Parce que lorsque nous voyons les réactions, parce qu'il faut aller sur le terrain pour voir les réactions de ceux-là qui se voyaient déjà conseillers municipaux, qui se voyaient déjà maires, qui se voyaient députés, je ne suis pas sûr que cette décision a rencontré leur assentiment. C'est pour ça que nous autres, nous pensons que c'est par là que je vais chuter. Lorsqu'on prend une décision de cette nature, il faut faire très attention. Parce que cette décision avait été prise au lendemain de la convocation du corps électoral. Je suis sûr que beaucoup de gens auraient applaudi dans l'opinion. Mais que cette décision soit prise le dernier jour de la clôture du dépôt des dossiers, cela laisse quand même, cela nous laisse songeur. Et là, nous disons effectivement que cette décision risque de produire des conséquences insondables au sein du MRC. Alors, les responsables de cette formation politique de la MRC ont expliqué justement le timing, docteur Dassa, en indiquant que jusqu'à cette dernière minute, il pensait que le gouvernement, le régime RDPC à Yaoundé prendrait en compte les doléances et les préoccupations qui ont été mises aussi bien au grand dialogue national que sur la nécessité de la refonte du code ou du système électoral, et qu'en se rendant compte qu'ils n'ont pas bougé
eh bien, ils ont estimé qu'à ce moment précis, il fallait décider de ne pas aller à ce double scrutin. Mais la question que j'allais davantage vous poser, c'est est-ce qu'en prenant cette décision, de votre point de vue, le MRC reste-t-il cohérent avec lui-même ou est-il incohérent? Oui, Duval, on ne saurait répondre de façon péremptoire à cette préoccupation sans toutefois analyser de façon objective les facteurs intrinsèques ou extrinsèques qui ont pu motiver la décision prise par le directoire du MRC. Sur le plan intrinsèque, on peut rapidement évoquer le fait qu'il y a eu une césure au niveau, d'après effectivement le constat fait par le président du MRC, au niveau du directoire et au niveau de ce qui se passait au niveau de la base locale. Nous avons entendu parler du monnayage au niveau des investitures. Ça peut être une raison interne qui aurait pu motiver le directoire final, n'est-ce pas, de prendre la décision qui a été prise. On peut également ajouter le fait qu'au moment de la comptabilité, le directoire s'est rendu compte que le maillage national auquel il s'attendait n'a pas pu être couvert. Là, ce sont les causes intrinsèques qui peuvent justifier le rétropédalage. Maintenant, sur le plan extrinsèque, ou bien les causes exogènes qui peuvent justifier ce rétropédalage, on peut évoquer notamment le code électoral qui n'a pas connu un toilettage. Vous vous souvenez, en avril 2019, à la faveur de la communication du Parlement européen, il était question qu'on procède au toilettage, n'est-ce pas, du code électoral. Oui, le Parlement européen avait pris une résolution exhortant le gouvernement camerounais justement à convoquer tous les acteurs politiques pour procéder à une révision du système électoral avant toute nouvelle élection. On peut également ajouter à cela certaines revendications, n'est-ce pas, du MRC relatives à la modification du Conseil constitutionnel. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Et à cela, on peut également ajouter d'autres facteurs extrinsèques qui ont pu justifier le fait que beaucoup de candidats potentiels n'aient pas pu déposer leur dossier, notamment l'obstruction de certaines autorités administratives. Donc, tous ces facteurs mis ensemble peuvent justifier la position prive ou bien le rétropédalage, n'est-ce pas, du MRC. Maintenant, par rapport aux conséquences qui pourraient en résulter, je crois que le président du MRC n'est pas un niais sur le plan politique. Certainement, s'il a pris cette décision, je ne vais pas lire dans la boule de cristal. Peut-être qu'il est prévenu du fait que les élections n'auront pas lieu de façon effective le 9 février 2020. Mais si, par extraordinaire, ou bien, enfin, pas par extraordinaire, si effectivement le calendrier est tenu, il me semble qu'on assistera à une espèce d'autophagocytose ou bien d'autophagie du MRC. Quel est votre avis sur ce sujet, Dr Etienne Kafak, le MRC qui décide de ne pas participer à ce double scrutin du 9 février prochain? Le parti se fait harakiri? Comme disait le docteur Dassa tout à l'heure, on ne peut pas, à moins de lire dans une boule de cristal, dire aujourd'hui que le fait pour le MRC de ne pas participer à ces consultations électorales du 9 février constitue une mort pour le parti. Lorsqu'une l'élection est un moment fondamental dans la vie d'un État, on le sait. C'est pratiquement le seul moment où les citoyens que nous sommes ont la possibilité de décider la manière avec laquelle les affaires seront gérées et les personnes qui vont s'occuper de ces affaires. Le MRC, bien avant les élections, a mené une certaine activité sur le plan national et nécessairement on s'attendait à ce que dans le cadre de ces élections, que cela soit concrétisé par une participation. En réalité, le fait que le MRC décide de ne pas participer n'est pas en soi, je vais dire, une décision qui surprend, ou du moins l'incohérence dont on parle. Lorsqu'on convoque une élection, tout parti politique s'attend à participer aux élections. Pourquoi? Parce que l'existence même d'un parti politique a pour objectif de faire triompher son idéologie, d'appliquer sa politique en conquérant le pouvoir et en l'exerçant. D'ailleurs, la Constitution l'indique que les partis politiques participent à l'expression du suffrage. Voilà. Donc, en 1992, le SDF a décidé de ne pas aller aux législatives. Le SDF n'est pas mort en 1992. Je vais dire que la décision que le Conseil du MRC a prise pour des raisons qui ont été évoquées dans le communiqué du parti ou alors pour d'autres raisons qui n'ont pas été évoquées, certainement ne peut pas nous amener à penser que ce parti ne va plus exister. Donc, je veux croire simplement que ceux qui ont pris cette décision
ont analysé tous les contours, ont envisagé toutes les hypothèses. Aujourd'hui, il y a tellement de supputations. On dit peut-être le président Kamto a des informations que personne n'a, que des élections seraient reportées, que les élections seraient annulées, que des élections feraient ci ou feraient ça. Je ne peux pas le dire. Mais ce que je sais, c'est que le fait de ne pas participer à une élection pour un parti de cette envergure, ou du moins qui avait déjà manifesté cette aura et qui avait mobilisé, peut nous amener justement à nous poser cette question. Mais il reviendra, à mon sens, aux électeurs, aux citoyens que nous sommes, de dire si effectivement, au cas où les élections se tiennent, si effectivement le MRC, en prenant cette décision, s'est politiquement suicidé. Parce qu'après tout, quand on va aux élections, c'est le peuple qui choisit. Mais vous avez pris l'exemple de 92 tout à l'heure, avec notamment le SDF, qui avait le vent en poupe, Oui. qui d'ailleurs était présenté comme la formation politique et qui, autour de la coalition, avait remporté l'élection présidentielle, mais qui, en 92, justement, à la faveur des élections législatives, ne s'était pas présenté. Tout à fait. Beaucoup ont estimé que c'était une erreur politique grave. D'ailleurs, il semble que le SDF lui-même en a tiré les conséquences en décidant, à travers une résolution prise quelques années plus tard, de ne plus jamais boycotter aucune élection au Cameroun. Et pourtant, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pour ces élections, l'idée Du boycott à de planer. boycott a plané. Donc, boycotter une élection n'est pas quelque chose de facile. Boycotter une élection n'est pas une décision. Oui, parce qu'on a entendu certains cadres du SDF, justement, à l'occasion de cette tergiversation qu'on a observée autour du SDF à ce moment, indiquer que décider de ne pas aller à cette élection, à ce double scrutin de février 2020, revenait à mourir politiquement pendant au moins 5 ans. On peut le comprendre. Et même Vous plus. savez, dans un parti, les gens ont leurs ambitions personnelles. Et surtout, dans le cas du MRC, il y a des personnes qui avaient été approchées pour des investitures qui n'étaient même pas des militants. Certains, comme nous l'avons dit, se voyaient déjà maires, se voyaient, je ne sais pas, députés. Et donc, quand on dit qu'il y a une césure entre le base. sommet et la base, est-ce qu'on est en train de parler de ces personnes qui, pour leurs ambitions personnelles aujourd'hui, sont en train de dire que la décision est mauvaise, ou alors on parle effectivement des militants de ce parti Qui attendent quelques changements. attendent du changement. Alors, Question sur cette question, Philippe Nanga, est-ce que on peut considérer est-ce qu'il faut s'attendre à une sorte de démobilisation au sein de cette formation politique qui avait pourtant le vent en poupe depuis octobre 2018, une démobilisation suite à cette décision prise par le Conseil national du MRC? On indiquait qu'il y avait un certain nombre de cadres ou de militants de cette formation politique qui se voyaient déjà conseillers municipaux, maires et même députés. On a même observé une sorte de mercato politique il y a quelques jours maintenant, avec des gens qui allaient de certaines formations politiques pour le MRC, évidemment dans le sens de conquérir quelques postes et d'occuper quelques fonctions. Est-ce que finalement on peut avoir l'impression que c'était un mauvais choix? Non, Avec cela. je crois pas. Si vous analysez très bien la situation, vous allez observer qu'il y a bien entendu quelques personnes qui semblent avoir été déçues, ou qui disent avoir été déçues, mais qui comprennent finalement que ça aurait pu arriver. Mais si vous faites le rapport entre ces personnes qui affichent une déception et des personnes qui semblent alignées à cette décision, vous allez voir que le gap est important. Pour couvrir l'ensemble des 360 communes, le MS aurait pu mobiliser un peu plus de 6 000 candidats. Et vous n'avez pas 100 personnes là qui se plaignaient. Vous n'avez pas 100 personnes. Donc ça, vous comprenez qu'il y a quand même un nombre important qui ne disent rien. Et dans ce nombre important qui ne disent rien, il y en a qui n'ont pas pu justement se porter candidat du fait des obstacles administratifs. Vous voyez? Et qui auraient été certainement frustrés de ne pas pouvoir compétir simplement parce que l'administration en a décidé ainsi.
il me semble que ça a été une décision sage. J'allais même dire intelligente. Parce que au lieu, les 10 personnes là qui se plaignent, qui semblent être déçues, ne représentent pas grand-chose sur les 2000 personnes qui auraient été recalées du fait des obstacles administratifs et donc qui auraient été déçues de ne pas pouvoir participer et que le parti a décidé de dire écoutez, on n'a rien à faire, vous n'avez pas pu, c'est pas notre faute, tant pis. Non, alors quand vous suivez également cette affaire-là, le MRC tient une réunion. D'abord la veille. Ils font le point. Alors, moi, je fais une lecture autre. D'abord, le MRC est non partant pour les élections. Vous le savez, c'était leur position depuis... ils disaient, si on ne réforme pas le code électoral, si la crise n'est pas... on ira pour les élections. Après, le président décide, ok, on va y aller. Pourquoi il décide? Il faut poser la question. Il décide pourquoi? Parce que pendant qu'il est en prison, vous voyez très bien que le MRC est en mouvement sur l'étendue du pays. Bien qu'il y ait une position claire, si on ne réforme pas le code électoral, si la crise n'est pas terminée dans le nord-ouest et le sud-ouest, on ne part pas. Le MRC est en mouvement sur l'ensemble du territoire national. Donc il se prépare quand même. Ça veut dire que les gens qui se préparent ont mis tout en place pour être présents à ces élections. Donc, ont certainement mis la pression sur le président en disant allons-y, on est suffisamment mobilisé pour gagner cette élection, même s'il y a des imperfections, comme nous le savons. On a peut-être un léger avantage que ces élections locales, on peut les contrôler, on peut contrôler un certain nombre de choses. Voilà, allons-y. Je pense que le directoire dit ok, tous ces gens-là nous ont soutenus, ils nous soutiennent depuis, ces gens-là, ils sont en mouvement, ils se battent malgré tout. Ben, essayons. Ils ont montré, parce que quand même, le MRC a montré, les militants du MRC ont montré qu'ils sont capables de prendre des risques pour défendre une cause. Ça fait rare quand même. Le SDF l'a fait il y a quelque temps, mais là, ces derniers moments, quand même, les militants du MRC moi j'ai vu, je les ai suivis à chaque fois qu'ils ont été arrêtés. Et j'étais, je peux vous dire, souvent émerveillé de voir que quand ils arrivaient dans les tribunaux, les mecs, on leur posait la question, est-ce que vous allez recommencer? Ils disaient, pas de souci, si la marche c'est demain, moi je vais recommencer. Donc ils ont quand même prouvé qu'ils avaient de la poigne. Et je crois que le directoire a cédé à cette pression populaire, ce qui est normal dans un parti, de ne pas prendre le risque. Mais on dit, on va voir. Mais sauf que, quand on commence, n'est-ce pas, à constituer les dossiers, on voit très bien ce qu'on n'a jamais vu, Monsieur Duval. On n'a jamais vu. Vous pouvez poser la question aux candidats. Moi, on suit le processus électoral. En 2013, nous étions sur le terrain. On n'a jamais vu des obstacles pareils pour constituer un dossier. Moi, j'ai même appelé des gens pour dire, est-ce qu'en 2013, vous avez les mêmes projets? Chacun me dit, non, on n'a pas connu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas changé la loi. C'est la même loi. Qu'est-ce qui s'est passé que les sous-préfets commencent à confondre ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas? Ils ne savent plus exactement qu'est-ce que ça veut dire attestation de domiciliation. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi n'a pas changé. Mais c'est devenu compliqué de faire un certificat de nationalité, de faire une attestation de domiciliation. C'était devenu compliqué. Donc, je crois que là, le directoire a eu un argument pour montrer à la masse que, ouais, on ne peut pas. Et je crois qu'ils ont dû avoir des chiffres pour dire, regardez, sur l'ensemble du territoire, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu les militants du MRC faire le sitting. Quand vous voyez, vous êtes, au lieu que vous soyez occupé en train à constituer les dossiers, à suivre, à coordonner, vous allez passer une journée entière dans une sous-préfecture parce que vous voulez obliger le sous-préfet à signer vos papiers. Perdez du temps. Alors que vous devez suivre, coordonner, comment ça se passe dans... Alors ça quand même amené le directeur à dire, on ne va pas aller au four là, on ne va pas aller au mur. Et je crois qu'il y a une lecture aussi du point de vue stratégique. Il faut lire les choses, il faut lire les intentions, il faut lire l'environnement pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand je vous dis, on n'a jamais vu ça, on n'a pas vu ça en 2013, que les gens aient autant de difficultés à constituer les dossiers. Ça, on n'a pas vu.
Et donc, je crois que j'ai un peu échangé avec les responsables du MRC. Ils ont bien vu qu'il y a quelque chose qui se trame. Alors, mais est-ce qu'ils ont pris la pleine mesure des conséquences, des effets que cela pourra avoir, bien entendu, non seulement sur l'avenir du parti? Ben, je vous dis, puisque je vous fais remarquer quand même que vous ne voyez pas 50 personnes là en train de se plaindre. Mais vous croyez qu'il n'y avait que 50 personnes qui devaient se porter candidat? C'est au moins 6000 personnes. Si vous avez 50 personnes qui disent, bon, c'est un peu... Il n'y en a même pas 50. Il y a peut-être 10 personnes qui disent, ah ouais, t'es déçu. Mais après, les autres, ils comprennent. Les autres, ils comprennent. Je pense qu'ils ont pris la pleine mesure. Comme ils l'ont dit d'ailleurs, ce conseil national a été élargi aux responsables régionaux. Ça veut dire qu'ils ont discuté avec des gens, parce que j'entends beaucoup dire que la base n'a pas été consultée. Non, pour ce genre de décisions, pour que le SIF décide d'aller à l'élection, vous savez très bien qu'il y avait des soucis, ils n'ont jamais fait un congrès. C'est le NEC qui s'est réuni et qui a dit, écoutez, bon, on s'en va. Ils n'ont jamais consulté la base. Je ne suis pas sûr que la base du SIF aurait dit, allons-y. Donc, pour ce genre de décisions, on ne va jamais faire un congrès pour que les gens se prononcent. Le directoire est apte à lire la situation, ils sont en contact avec la base, a dit écoutez, voilà la situation, si on y va, voici nos chances. Et je crois, ici, il y a un élément fondamental à prendre en compte, l'ambition du MRC. Le MRC a-t-il l'intention simplement de participer à une élection ou de gagner une élection? Il y a une question d'ambition ici. Alors, quand vous allez à une compétition, vous avez ces deux choses. Soit vous y allez, vous contentez de participer, soit vous y allez pour gagner. Et si vous constatez qu'il y a des manœuvres pour vous empêcher de gagner, vous n'y allez pas. Alors, Maître Simon Serka, est-ce que vous faites un lien entre cette décision du MRC, l'agitation ambiante dans l'espace politique depuis quelque temps, et cette visite conjointe d'un certain nombre de missions diplomatiques au Cameroun? Ces heures-ci, on a vu le président de la Commission Union africaine, Moussa Faki Mahamat. On a vu Patricia Scotland du Commonwealth. On a vu Louise Mushikiwabo de la francophonie, en même temps au Cameroun, pour échanger avec le gouvernement sur les questions en rapport avec les crises qui secouent notre pays. Est-ce que vous faites un lien entre cette visite, entre cette rencontre-là, et puis la décision prise par le MRC de ne pas participer aux prochaines séances électorales? Tu vas permettez-moi, avant de répondre spécifiquement à cette question, de rebondir sur la pertinente analyse que vient de faire mon frère Philippe Manga, parce qu'il a dit des choses très pertinentes, mais j'ai quand même eu le sentiment, et même la conviction, qu'il n'a pas intégré certains paramètres dans son analyse. Vous comprenez? Parce que ce qu'il a voulu nous dire, c'est que le MRC, lorsque le corps électoral a été convoqué, avait bien l'intention de participer au scrutin, au double scrutin. Malheureusement, ce parti s'est rendu compte, au regard de certains éléments, de certaines réalités du terrain, que la situation était très difficile et qu'il lui était impossible de participer à ce double scrutin. Mais je dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Pour un parti politique qui se met déjà dans la posture d'une formation politique qui vient nous proposer une offre politique alternative au pouvoir que nous autres nous combattons depuis plusieurs années. Parce que j'estime pour ma part que lorsque vous voyez comment fonctionnent les partis politiques sérieux, même dans d'autres pays, c'est des partis qui s'approprient ce qu'on appelle en marketing politique la théorie des 4 T. Tous ceux qui ont fait sciences politiques savent que c'est une théorie fondamentale en marketing politique. Premier T, la maîtrise du terrain. C'est un travail permanent. Vous devez maîtriser au détail près tous les éléments qui entrent dans l'environnement. Vous devez maîtriser la position de l'administration, vous devez maîtriser le état d'esprit de l'électorat. Bref, vous devez maîtriser le premier T qui est le terrain. Le deuxième T, c'est la thématique. Le troisième T, c'est le temps. Le quatrième T, c'est le temps d'action. J'ai fait un post il y a 1 ou 2 jours. Vous l'avez si bien relevé tout à l'heure. Où j'ai dit que le MRC a raison sur le fond. Ça veut dire que les raisons évoquées par le MRC tiennent la route. Ça, personne ne peut le contester. Parce que le contexte actuel
ne peut pas permettre la tenue d'un véritable double scrutin. Le pays est en situation délétère. On ne peut pas organiser une élection dans les conditions actuelles. Tout le monde le sait. Donc, ça, moi, je peux vous dire, le monsieur le savait. Donc, la bonne option aurait été que, juste après la convocation du corps électoral, la première réaction de ce parti, c'était de réunir son conseil et d'annoncer à l'opinion publique qu'au regard de la situation qui prévaut en ce moment dans le pays, le MRC n'est pas prédisposé à participer à ce double scrutin. Je pense que cela lui aurait permis de marquer les esprits et tout le monde aurait compris que effectivement le MRC est dans une posture. Donc en réalité, pour vous, le problème, c'est un problème de timing. Du timing. Donc au niveau du temps d'action, mon problème, c'est le temps d'action. Ouais. Le 4e T de la théorie des 4 T, le temps d'action. Mais sur cette question, on n'aurait pas eu, n'est-ce pas, les images qu'on a eues sur le terrain concernant les attitudes, les difficultés. On n'aurait pas eu ça. Non, ça nous a aidé, ça nous a permis de voir quand même. Philippe, nous qui sommes des acteurs politiques, moi je suis un vieil acteur politique dans ce pays. Je passe sous le contrôle du Val. Je sais. Je suis un acteur politique. Pourquoi je ne suis pas intéressé? Vous savez que depuis qu'on parle de l'élection, je suis tranquille dans mon coin. J'ai été sollicité de tout, j'ai dit non, cette fois-ci, je ne participe à rien. Parce que vous savez comment ça se passe. Parce que je connais... Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Il n'y a pas eu de changement sur le terrain. L'environnement, aucun changement. Donc le pouvoir actuel est dans une posture conservatiste de son pouvoir et ne laisse pas une seule faille à l'opposition. Le longtemps d'Assemblée a réagi sur la question du timing. Oui, je voulais revenir par rapport au timing. Pour dire à Maître Kaka qu'il n'y a pas de timing idoine. On ne peut pas faire le reproche au MRC d'avoir choisi la dernière minute pour annoncer le Il y en a même qui pensent qu'il aurait été bienséant de la part du directoire du MRC d'entériner ou bien de valider toutes les candidatures, de déposer les dossiers, mais d'attendre une semaine avant les élections. Et décider de ne pas y aller. Voilà, décider de ne pas y aller. Donc par rapport au timing, je crois que le problème n'est pas à ce niveau. On a essayé, je crois que nous sommes unanimes par rapport à une chose, les causes objectives qui ont pu justifier le rétropédalage, n'est-ce pas, du MRC. Je crois que là, c'est le problème fondamental. Maintenant, les conséquences auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, on ne peut les sous-peser véritablement que dans l'avenir, parce qu'on ne peut pas lire dans une boule de cristal. Mais il faut reconnaître une chose, jusqu'à présent, c'est le MRC qui entretient la météo sur le plan politique au Cameroun. Dans tous les journaux, dans tous les tableaux, on ne parle que du MRC. Donc je ne sais pas si c'est une espèce de galop d'essai pour essayer, n'est-ce pas, de gagner en termes de crédibilité. Monsieur Philippe Nanga, il a dit quelque chose de pertinent par rapport à ses observations concernant le fait que, de manière objective, on ne saurait faire le reproche au directeur, bien au MRC, n'est-ce pas, d'avoir procédé à ce rétropédalage. Mais il faut reconnaître quelque chose sur le plan fondamental. Le MRC aurait pu décider, n'est-ce pas, d'aller aux élections. Et vous savez, par rapport à, vous avez posé une question, est-ce que le MRC est cohérent par rapport à tout ce qui sa position antérieure. Le fait pour lui, n'est-ce pas, de partir, c'est-à-dire qu'il aurait pu partir, malgré tous les obstacles qui ont été décriés, malgré toutes les obstructions que nous avons évoquées. Il y a plusieurs candidats potentiels qui n'ont pas pu déposer leur dossier. Pourtant, ils avaient leur dossier en main. On ne leur a pas facilité la tâche. Donc, ils auraient pu partir et subir une déculottée pire encore, qui peut-être qui montrait aux yeux du grand jour que c'est un parti nain, si vous voulez. Donc il y a eu certainement des calculs. Tout à l'heure, j'ai parlé de la comptabilité qui a été faite. Parce que si vous avez bonne souvenance, le 19 de ce mois, il y a une réunion, n'est-ce pas, qui s'est tenue, je crois le 19 ou le 20, par le directoire du MRC. La réunion, il s'agissait pour le président du directoire, le directoire de procéder à une espèce d'arbitrage par rapport aux différentes candidatures et autres. Ouais. C'est vrai qu'au départ, il n'était pas question qu'ils participent aux élections. Mais tenant compte de la pression de tous les militants, enfin pas de tous les militants, d'un certain, n'est-ce pas, nombre d'acteurs sur le plan politique. Et c'est maintenant qu'on constate que les masques sont en train de tomber. Il y a des militants qui n'étaient pas des militants du MRC. Parce qu'ils maîtrisaient déjà l'idéologie même du MRC. Il y a des masques qui sont en train de tomber. Il y a des candidats qui se sont rétractés. Il y a des candidats. Chose curieuse, juste après le rétropédalage, n'est-ce pas, du MRC, avait déjà une candidature entérinée, n'est-ce pas, dans un autre parti. Vous croyez que est-ce qu'il y avait du sérieux à ce niveau-là? Je crois que ce serait aller vite en besogne, n'est-ce pas, que de condamner Alors, j'ai envie à mettre Kaka sur la question que j'ai posée en rapport au lien qui existerait ou pas
entre cette décision prise par le MRC et ces missions diplomatiques qui se retrouvent en même temps sur le sol camerounais? Non, écoutez, tout à l'heure, j'ai parlé du terrain. Lorsque vous faites la politique, il faut maîtriser le terrain. Et l'une des réalités du terrain politique en Afrique aujourd'hui, tout le monde le sait. Vous comprenez? Lorsque vous êtes un acteur politique, il faut savoir décrypter ce qui se passe à l'international et ce qui se passe au niveau national. Et quelle est la position des acteurs internationaux? Donc, objectivement, on ne peut pas contester, on ne peut pas nier le fait qu'il peut y avoir un lien entre cette décision du MRC et comment dirais-je, la kyrielle de visite de certains de nos acteurs, de nos partenaires de développement qui sont venus au Cameroun. Ça, c'est possible. Mais ce qu'il faut intégrer Duval, je continue à dire que j'ai suivi le docteur Ndassa qui a donné des éléments assez convaincants, mais ce qui doit quand même cristalliser ici, c'est que en fait, il faut savoir que lorsqu'on parle d'une société politique comme la nôtre, il faut d'abord interroger le militantisme des uns et des autres. Et vous savez pertinemment qu'en termes de militantisme, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le militantisme de conviction et ce qu'on appelle le militantisme opportuniste ou de positionnement. Et vous allez constater que dans nos pays africains, d'une manière générale, c'est le militantisme opportuniste qui a pris le pas sur le militantisme de conviction. Donc même ces militants du MRC que nous regardons, que nous voyons en longueur de journée, vous n'êtes pas sûr que c'est des gens qui sont là pour des raisons idéologiques. C'est des gens qui sont là, ils savent que voilà, le professeur Maurice Kamto qui est venu avec un nouveau discours, c'est quelqu'un d'assez crédible, c'est quelqu'un qui peut facilement impulser une dynamique de changement au Cameroun. Donc c'est l'occasion qui est venue pour certaines personnes de se positionner derrière le professeur Kamto pour aussi avoir droit de citer. C'est pas, vous comprenez? Donc si déjà les gars, si on avait le professeur Kamto avec des idées opportunistes, avec des idées égoïstes et égocentriques, vous convenez avec moi que le fait que le professeur Maurice Kamto vienne leur couper l'herbe au pied va devenir quelque chose de très grave. Vous allez voir que ces gens qui, aujourd'hui, nous chantaient les louanges du MRC, peuvent se rétracter pour commencer à réfléchir autrement. Et c'est ça qui justifie ce que nous constatons avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de regrets dans notre société politique. La notion de transhumance politique, où aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est dans tel parti, demain, il est dans tel autre, parce qu'en réalité, ses objectifs ou ses ambitions égoïstes, opportunistes et égocentriques n'ont pas été atteints. En fait, voilà comment moi je perçois la situation. C'est pour ça qu'il faut... C'est peut-être aussi la maîtrise du terrain. Non, mais ça fait partie de la maîtrise du terrain. Donc la vérité, c'est que cette décision, je ne le souhaite pas, me présente tous les éléments qui montrent que cette situation peut devenir très dangereuse par la suite pour le MRC. Alors, avant de donner la parole à Philippe Nanga sur les causes, sur l'analyse des causes profondes qui ont amené le MRC à se débiner, je voudrais avoir l'avis du docteur Kinfak sur ces deux questions analysées au préalable, notamment le lien qu'il pourrait avoir entre ces missions diplomatiques et puis la décision du MRC, et peut-être, pourquoi pas, les effets que pourrait avoir cette décision du MRC, non seulement sur la vie du parti, mais même sur le paysage politique camerounais de façon globale. C'est vrai que d'une manière générale, on ne peut pas ne pas croire que la décision du MRC de ne pas participer aux prochaines échéances électorales n'a pas fait partie des entretiens que ces personnalités internationales ont eu avec le gouvernement camerounais et le président de la République. Mais je pense que cette décision n'est pas le problème du Cameroun. Nous avons le Cameroun, il y a eu un grand dialogue qui s'est tenu le mois dernier, et jusqu'à présent, on attend toujours que les résolutions ou les recommandations, je ne sais pas, les recommandations et non les résolutions, parce que ça fait une grande différence, soient implémentées par les autorités compétentes. Jusqu'à présent, entre-temps, la situation n'a pas changé au nord-ouest et au sud-ouest. C'est une préoccupation fondamentale. L'État a... Oui, c'est une question qui a été évoquée effectivement par ces
C'est le chef de mission diplomatique, enfin. Exactement. Ouais. Donc l'État a une responsabilité. L'État a intérêt, c'est ce que je voudrais dire, l'État a intérêt à organiser des élections qui soient crédibles. Des élections au sorti desquelles les personnes qui représenteront le peuple aient une légitimité qui soit incontestable. Et dans l'environnement actuel, nous le savons, au nord-ouest et au sud-ouest, où il y a un climat d'insécurité de telle enseigne. On l'a vu pendant la présidentielle. Donc, on ne peut pas croire que, actuellement, aller aux élections, on pourra, au nord-ouest et au sud-ouest, permettre aux populations, parce que c'est la responsabilité de l'État, de faire en sorte que toutes les composantes de l'électorat camerounais puissent exprimer leur choix. Donc, je peux croire et je veux croire que ces personnalités qui viennent au Cameroun viennent pour nous aider, pour nous accompagner. Et à ce moment, il faut également qu'on soit cohérent. Parce qu'on ne peut pas dire que le Cameroun est souverain et que les problèmes du Cameroun peuvent être réglés par des Camerounais et en même temps constater qu'il y a une incapacité et que l'on sollicite des diplomaties étrangères de faire telle et telle chose pour aider à la résolution de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Ce serait incohérent. Ce serait incohérent. Donc, j'ai relevé beaucoup de choses. Nous sommes unanimes vraiment sur ce plateau par rapport aux raisons que M. Nanga a évoquées par rapport à la participation. Et je voudrais dire, parce que Maître Kaka a semblé faire croire qu'il n'existe pas de militantisme réel, militantisme de conviction au MRC. Non. Cette infime partie de ces petits militants de position, on les connaît, il y a eu un mercato, ils sont à peine quelques-uns. Et on ne peut pas, sur cette base, croire que le militantisme au MRC est un militantisme opportuniste. Non, il y a quelques opportunistes qui ont profité de ce que c'est un parti qui a le vent en poupe pour pouvoir accomplir leur équation personnelle. Ils sont maintenant confrontés à la réalité parce que le parti a constaté au regard. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle qui oblige un parti à dire je vais participer à une élection. Non. Le choix qu'un parti peut faire, c'est de ne pas y aller. Mais, a priori, lorsqu'on convoque des élections, un parti veut y aller. Mais au regard, M. Nanga disait, on a vu des choses qu'on n'a jamais vues. Des autorités qui doivent délivrer des documents pour la constitution des dossiers qui disparaissent de leur bureau, des sommes exorbitantes que l'on demande à des personnes. Et donc, comment voulez-vous que le peuple, en reprenant les propos de Maître Kak, le peuple qui aspire à ce changement et qui voulait que le MRC les accompagne dans ce changement, se retrouve dans différents bureaux de vote où il n'y a pas de candidat du MRC parce qu'ils n'ont pas pu constituer un dossier et le déposer. Donc, est-ce que cette décision n'est pas aussi une décision qui est favorable au peuple? Alors, Philippe Nanga, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les éléments qui ont été évoqués par cette formation politique et qui ne sont d'ailleurs pas nouveaux, puisque beaucoup d'autres formations politiques, et même avant même qu'on annonce ce double scrutin législatif et municipal de février 2020, beaucoup d'autres formations politiques avaient déjà évoqué c'est discuter du code électoral pour ne participer à aucune élection. On se souvient que le CPP de Kawala, entre autres, avait déjà indiqué que avec un code électoral comme celui qu'on a, avec la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, cela ne valait pas la peine d'aller à ces élections-là. Revenons un petit peu sur le code électoral. Ce code électoral dont on parle chaque fois. En quoi est-ce que ce code électoral est un problème? Pourtant, on a bien observé qu'il y a eu comme une sorte d'évolution dans l'organisation des élections. Depuis ONEL 1 à Elekam, en passant par ONEL 2, entre autres. Est-ce qu'on peut conclure finalement que toutes ces mutations, toutes ces modifications n'ont pas conduit véritablement à un système électoral crédible qui permet d'organiser des élections libres et transparentes? Mais souvenez-vous déjà que la tripartite a été convoquée autour des questions électorales.
principalement. Ça veut dire qu'en réalité, le processus électoral n'a jamais été objet de consensus accepté par tous les acteurs, surtout les acteurs concurrents dans les partis politiques. Depuis ONEL 1, ONEL 2, si vous observez, c'est comme... alors, il y a une technique que notre gouvernement utilise, c'est la fuite en avant à chaque fois. On demande quelque chose, il vous donne un peu, et puis il joue là-dessus. ONEL 1, en 2000 déjà, vous allez remarquer que partout en Afrique, les pays africains adoptent ce ils appellent les CNI, donc les Commission électorale nationale indépendante. C'est ça qu'on adoptait partout. Déjà à ce moment-là. ONEL s'était dépassé, parce qu'au Sénégal, il y a eu ONEL aussi au Sénégal, mais c'était déjà dépassé. Ils en étaient déjà sur les commissions nationales indépendantes. Mais le Cameroun choisit d'adopter l'ONEL, qui accompagne le MINAT dans la conduite des opérations électorales. Ce qui n'était pas, n'est-ce pas, accepté, recommandé par les institutions internationales, qui recommandaient que les États aient un organe de gestion indépendant pour conduire le processus électoral. Mais le Cameroun choisit de mettre en place un organe à côté du MINAT pour accompagner simplement le MINAT et être en quelque sorte le témoin, n'est-ce pas, de ce processus électoral. Donc ça ne fonctionne pas, parce que 2002 ça ne marche pas, 2007 ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'activités qui se mettent en place pour revendiquer, n'est-ce pas, un code électoral. Et puis un organe réel, indépendant de gestion électorale. Nous, société civile, en 2012, nous avons d'ailleurs organisé une marche à Yaoundé, où on a été d'ailleurs arrêté. C'était une marche vers l'Assemblée nationale pour revendiquer, n'est-ce pas, ce code électoral. Quelques mois après, le Premier ministre a convoqué des consultations, on a été reçus, on a discuté, et finalement, on a adopté un code électoral. Mais je peux vous garantir que, comme d'habitude, nous étions allés chez le Premier ministre avec des propositions concrètes. À l'époque, on avait réuni vraiment tout le monde, les avocats, le barreau était là, les universitaires, les techniciens, des gens qui étaient vraiment assez aguerris sur les questions électorales, ils étaient invités. Et je me souviens ce jour justement, parce que la société civile était invitée au même moment que les recteurs d'université. Ils étaient là, et puis les Magloire Ondoa, c'est vraiment des universités qui travaillent sur les questions électorales. Et tous ces gens-là ont posé la question au Premier ministre pour dire, nous ne comprenons pas, nous on travaille avec d'autres pays africains sur l'élaboration de leurs documents, le cadre juridique, mais on ne sait pas qui écrit les documents du Cameroun. Et ce jour, je me souviens quand moi j'avais pris la parole, j'avais demandé au Premier ministre, mais moi je suis étonné que, voilà, ici on a vraiment les universités, les techniciens, les gars qui travaillent, qui sont spécialisés sur les questions électorales. Mais je suis étonné qu'ils participent à l'élaboration des textes du Cameroun. Vous confiez l'élaboration de ces textes à qui finalement? À vos fonctionnaires du bureau, au MINAT et tout. On croyait qu'ils devaient prendre en compte toutes ces doléances et tout. Finalement, on a vu le code électoral qui a été adopté, qui ne contenait pas la plupart de nos propositions. Pourtant, il y avait eu effectivement des rencontres. On avait sollicité l'expertise, disons, la participation, la contribution des acteurs politiques. On se souvient que beaucoup d'acteurs politiques avaient pris part à ces... C'est à cette occasion, je vous dis que moi, j'avais été également reçu. À ce moment, il y avait des consultations. Et chacun y allait avec des propositions. Ce qui est sorti de là ne reflétait pas les aspirations. Pas du tout. Donc, pour dire qu'à chaque fois, on vous donne quelque chose, mais qui ne marche pas. Regardez par exemple l'organe en charge de la gestion électorale et les CAM. Si vous regardez, on a bien voulu nous aligner sur la CADEC, parce que le Cameroun ne fait rien. Il faut que les gens comprennent que quand le Cameroun adopte une loi, surtout sur des questions comme ça, c'est parce que le Cameroun a souscrit à des instruments internationaux, à des engagements, et doit les respecter. Si vous regardez ces instruments-là prescrivent aux États comment les institutions doivent être organisées, structurées. Et donc, il est prévu que l'organe de gestion électorale, il y a 3 types. Soit vous avez un organe qui est administratif, mais qui est plus ou moins indépendant de l'administration. C'est-à-dire ça peut être le MINAT, mais avec une direction qui est indépendante, qui s'occupe des élections. Il y a des organes mixtes, c'est-à-dire vous avez
des acteurs indépendants plus des acteurs administratifs qui constituent cet organe. Vous avez aussi le troisième type qui est les organes indépendants, totalement indépendants, qui travaillent sur la gestion, la conduite de l'opération électorale. Mais le Cameroun a choisi d'avoir un organe indépendant. Mais sauf que, avec toujours le système de jonglerie, on vous met en place un conseil électoral, on s'arrange à ce que ce contrôle soit contrôlé par le pouvoir à travers des personnes qui ont un lien très évident avec le pouvoir. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas être libres de faire leur travail. Voilà comment ça fonctionne. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'on n'a jamais eu une élection. C'est vrai, on va nous dire, même partout dans le monde entier, il y a toujours des plaintes après, à l'issue des élections. Mais au Cameroun, c'est pas la même chose. On a toujours eu des crises après chaque élection, des crises qui ont souvent débouché sur des morts d'hommes, ça il faut le dire. Et là, on a eu la plus grande crise électorale après ce qui s'est passé en 2018, où des gens, des milliers, des centaines de personnes ont été arrêtées, des leaders politiques arrêtés. Donc je crois jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à mettre en place quelque chose qui puisse satisfaire tous les concurrents politiques. Un Monde à venir a fait des propositions avec la société civile, Dynamique citoyenne, en 2017, travailler sur un code électoral alternatif. Donc on a pris sur nous, n'est-ce pas, plusieurs acteurs, y compris des acteurs politiques. On a fait, n'est-ce pas, des consultations sur l'ensemble des 10 régions. On a produit un code électoral qu'on a transmis au gouvernement pour dire, voilà un code électoral qu'on a discuté. On a discuté avec les acteurs politiques, associatifs. On vous fait une proposition, vous pouvez regarder, peut-être ça n'a jamais été regardé. En 2018, nous avons dit, ok, il semble que c'est trop compliqué pour le gouvernement d'adopter tout un code, de refaire tout un code électoral. Nous avons essayé d'identifier 10 points clés dans le code électoral qui nécessitent le toilettage. Alors, on vous donne la parole tout à l'heure pour revenir sur ces éléments-là, parce que visiblement, peut-être que ça peut être un axe pour les échanges qui devraient peut-être déboucher sur, on va dire ça comment, une amélioration de ce système électoral. Je voudrais quand même peut-être relever que vendredi dernier, quand on a parcouru, n'est-ce pas, le terrain et que, avec nos points focaux en région, on a réuni un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, concordants qui nous montraient qu'il y avait quand même des soucis graves en termes de constitution des dossiers. Nous avons pris sur nous de saisir le président de la République par courrier recommandé que nous avons transmis vendredi dernier, avec des éléments que nous avons collectés comme information. Nous avons envoyé un courrier pour dire au président de la République, voici ce qui se passe sur le terrain, en violation des dispositions qui existent. Et nous avons rappelé au président de la République que nous avons déjà attiré son attention sur le fait qu'on ne peut pas organiser une élection démocratique dans l'état actuel des crises au Cameroun. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire là. Vous serez surpris, après la publication définitive des listes, que beaucoup de candidats ont des dossiers non complets. Il y en a qui ont déposé des dossiers sans caution, ils ont déposé juste de la paperasse comme ça. Donc, ça dit que la surprise n'est pas encore la mesure de ce à quoi on va assister d'ici une ou 2 semaines au moment de la clôture de la liste définitive. Comme pour dire que le mal n'est pas rien que spécifique au MRC. C'est juste parce que si on fait preuve, n'est-ce pas, d'honnêteté sur le plan politique, on va se rendre compte que, juste au niveau de la constitution des listes, le verre est dans le fruit. C'est la précision que je voulais apporter par rapport à... Maître Carl, lorsqu'on écoute Philippe Nanga, on observe quand même qu'il y a eu des mutations entre la première, je veux dire, entre le MINAT, qui était chargé au départ d'organiser tout le processus électoral, et les institutions qui ont été créées par la suite. On a parlé de NEL 1, ensuite de NEL 2, et puis aujourd'hui l'ECAM. Il y a eu évolution. Mais visiblement, malgré toutes ces évolutions-là, il reste encore, le code électoral camerounais aujourd'hui reste encore à parfaire. Non, écoutez, pour moi, il n'y a pas eu d'évolution. C'est des stratagèmes que le pouvoir utilise pour essayer de nous, de nous plonger dans une espèce de démocratie en trompe-l'œil. Il n'y a pas eu d'évolution. Parce que lorsque on n'a pas décisé le MINAT de l'organisation des élections. Tout ça, c'est des mots. Mais en fait, ce qu'on vous retire de la main gauche, on vous remet ça de la main droite. C'est de ça qu'il est question. En fait, c'est pas là le vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui, c'est pour ça que lorsque je suis Philippe, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de naïveté dans ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, lorsque je le suis, il semble nous dire que ils font feu de tout bois
pour que le pouvoir conservatiste de Yaoundé élabore des outils qui vont permettre à l'opposition de le faire partie. Mais ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je continue à penser, Duval, que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la politique de la chaise vide qui a été pratiquée par les SDF en 1992. Vous savez, lorsque les gens disent par exemple que... En fait, ça c'est un constat. Donc, lorsque je vais aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, tout le monde s'indigne du fait que le Cameroun fait partie des rares pays où il n'y a pas deux tours à l'élection présidentielle. Vous comprenez? Mais c'est parce que justement, la loi électorale de 92 a été adoptée par l'Assemblée nationale, à laquelle le SDF, en réalité, devait être majoritaire. Tout le monde sait que si le SDF avait participé aux législatives de 92, je suis convaincu que le SDF aurait eu au moins 90%. Oui, mais Maître Kak, est-ce que ce n'est pas un mauvais procès? C'est pas un mauvais procès. Je vais prendre un exemple. Avant de vous laisser continuer. Certes, cette loi n'était pas très bonne et le SDF qui était absent du Parlement n'a pas pu contester. Mais il y a eu d'autres choses importantes et qui ont été adoptées à cette occasion. Vous vous souvenez que la loi de 96, la Constitution de 96 garantissait par exemple la limitation des mandats. On a bien vu qu'en 2008, le verrou de limitation des mandats a sauté. J'ai le sentiment, et même la conviction du Val, qu'il y a une espèce de dialogue de sourds. Dans ce sens que, lorsque vous observez ce qui se passe dans notre pays, cela se passe dans beaucoup de pays en Afrique centrale. Vous savez, on a affaire à un pouvoir qui s'accroche. On a affaire à une opposition qui ne comprend pas que pour faire partie de ce pouvoir qui s'accroche, il faut trouver les meilleures formules possibles. Bon, si je vais parler encore du MRC, vous allez prétendre que je fais le procès du MRC. Mais ce n'est pas ça. Parce que je suis convaincu que ce que nous vivons aujourd'hui, si au sortir du contentieux électoral auquel nous avons eu droit la dernière fois, si au sortir de ce contentieux électoral, nos amis du MRC s'étaient concentrés sur la préparation de ce double scrutin, beaucoup de ces obstacles auraient été surmontés. Mais puisque tout à l'heure, Philippe a dit quelque chose de pertinent. Je connais beaucoup de candidats aujourd'hui qui n'ont pas pu trouver la caution. Ça veut dire quoi? Ils ont fonctionné comme le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir qui fonctionne tout dans l'improvisation et les choses de dernière minute. Parce que logiquement, moi quand j'étais candidat, tout le monde le sait, quand moi j'étais candidat, je préparais ma caution un an avant. Vous comprenez? Un candidat sérieux qui commence à avoir l'ambition, commence à se préparer. Même le fameux... il y a les candidats aussi qui n'ont pas moyen qui attendent que le parti mobilise. Il y a un papier qui a causé beaucoup de problèmes. Il y a un papier qui a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Le fameux papier extrait d'acte de naissance. J'ai vu dans ma circonscription là-bas, dans mon département, beaucoup de gens n'ont pas pu avoir l'extrait. Parce que ceux qui étaient chargés de signer ces documents, parfois fuyaient leur bureau pendant 2 semaines. Vous comprenez? Or, un document comme ce, puisque c'est un document qui est prévu par la loi, tout le monde sait que ce document serait exigé lors de l'élection. Vous prenez des dispositions, même 3 mois avant. Parce que la loi précise que d'attendre 3 mois. Vous prenez vos documents, vous le gardez. Chaque fois que vous savez que non, l'élection peut arriver, qu'on peut convoquer, parce que le jour que le président convoque le corps électoral, beaucoup de gens attendaient cette convocation. Les médias en ont parlé, tout le monde savait qu'on allait convoquer. Sauf pour qu'un candidat qui sait que les gars, si c'est des grands jongleurs, ils peuvent nous créer une situation de dernière minute, on ne pourra pas avoir ces papiers. Vous commencez à faire vos papiers, vous gardez. C'est pour simplement dire que non, le vrai problème que nous avons, Philippe, je vous conseille tout ce que vous avez développé. Mais je vous dis que le vrai problème que nous avons, c'est l'inorganisation de l'opposition en général, qui ne sait pas qu'en face, ces gens ne nous faciliteront jamais la tâche. Alors, ils ne prendront jamais des dispositions pour nous donner un code électoral qui va nous permettre de gagner l'élection et les faire partie du pouvoir. C'est par là que je chute. Alors, Dr Senkemfak, en écoutant le développement qui est fait par Maître Simon Serge Kakak, on peut arriver à la conclusion qu'en réalité, tout le débat ne devrait pas être focalisé sur le code électoral, le système électoral, mais on devait également faire attention à la préparation, à l'organisation, à la structuration, à la stratégie au sein des formations politiques. Est-ce que c'est votre avis? Les partis politiques ont des stratégies. Les partis politiques sont organisés
Et lorsque la responsabilité d'organisation des élections mise les bureaux de vote dans sa circonscription pour permettre aux populations de venir exercer leurs droits. Voilà pourquoi on exige que l'administration n'organise plus des élections et que les principaux leaders des partis politiques d'opposition commencent à réclamer des organismes indépendants. Donc, l'avènement des organismes indépendants est symptomatique de la partialité de l'État qui ne comprend pas qu'il y a une différence entre l'État et le parti politique qui est au pouvoir. Et on le voit également avec ces attitudes des autorités administratives dans la constitution des listes qui ne comprennent pas qu'ils représentent à ce moment-là l'État et non un parti politique et qui ne doivent donc pas faire preuve de partialité. Donc, le code électoral, la discussion sur la modification du code électoral ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec ELECAM. On a eu ONEL, un observatoire, aujourd'hui Elections Cameroun, avec l'organisation, un conseil électoral, et à côté une direction générale, avec des organismes de supervision, les commissions départementales, les commissions, etc. Il y a tout un ensemble de choses qui parfois n'est pas nécessaire, qui parfois créent justement la confusion et amène légitimement les membres, les personnes qui participent aux élections à se dire ceci et ceci sont créés pour entretenir le flou et peut-être la fraude. Donc je disais tout à l'heure que l'État a tout intérêt à organiser des élections qui soient crédibles, des élections au sortir desquelles le peuple a le sentiment que ceux qui sont là sont effectivement des personnes que nous avons choisies. Et dans ce sentiment, le peuple nécessairement accompagne ces élus, le peuple accompagne les initiatives de ces élus, le peuple soutient la politique de ces élus. Et donc, si on a le sentiment contraire, parce que on a vu des choses, les attitudes des préfets et des sous-préfets, des maires, tout le monde en parle aujourd'hui. Tous les Camerounais sont conscients qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. C'est l'État qui, de nouveau, est décrédibilisé. Et on se demande, mais si effectivement ces élections se tiennent et qu'au sorti de là, au nord-ouest et au sud-ouest, je crois qu'on parlait des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest qui sont allés à Yaoundé pour obtenir l'extrait de casier de judiciaire. Duval, je suis né à Tchang. Je suis à Douala depuis 1985. Quand je veux un extrait de casier judiciaire, j'envoie mon acte de naissance à Tchang parce qu'il n'y a pas un autre endroit où ce document peut m'être délivré. Ceux qui sont au nord-ouest et au sud-ouest, ils font comment? Ou alors ils n'ont pas le droit de participer à ces élections. Les personnes qui habitent là-bas, les militants qui habitent ces deux régions n'ont pas le droit de participer à ces élections. Donc, il y a un problème, il y a une réalité. Au-delà du code électoral, on ne peut pas aujourd'hui faire l'équation, poser l'équation de ces municipales et de ces législatives sans intégrer la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que si on le fait, nous sommes en train de dire, premièrement, que rien ne se passe là-bas. Deuxièmement, que le grand dialogue n'avait aucun intérêt. Et troisièmement, que vraiment le MRC exagère avec ce qu'il fait. Peut-être avant de revenir à Philippe, peut-être sur cette question-là, Dr Lassa, on a bien entendu le MRC marteler également sur cette question de l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest pour indiquer qu'on ne saurait aller aux élections alors que la paix n'est pas réunie dans ces deux régions. Au sortir du grand dialogue national, un certain nombre de recommandations avaient été faites dans le sens de ramener la paix dans cette région-là, mais pratiquement rien n'a encore été fait. Le statut particulier, on attend toujours. Les personnes déplacées sont toujours en train d'errer. Et dans ces conditions, le MRC a estimé qu'il n'est pas possible de participer aux consultations électorales. Ce serait entériner de facto la sécession. Oui, je crois que organiser les élections dans le contexte actuel
c'est acter la partition ou bien la sécession des zones du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que c'est l'une des plus grandes curiosités que les élections soient programmées alors que la situation chrysogène perdure, n'est-ce pas, dans ces deux zones. C'est vrai qu'en matière électorale, l'article 149, n'est-ce pas, du code électoral est clair lorsqu'il dit que le département est la circonscription électorale, mais l'alinéa 2 précise que le président de la République peut, par mesure spéciale, délocaliser en quelque sorte le déroulement des 10 élections. Mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Le code électoral l'a pourtant prévu. Je voulais dire quelque chose par rapport à la situation qui sévit, n'est-ce pas, dans le nord-ouest. Je discutais encore avec quelqu'un, il me disait que ça ne pose pas pour autant un problème. Parce que à partir du moment où on va leur conférer un statut spécial, il est possible qu'on organise des élections plus tard, n'est-ce pas, dans les 10 régions. Et je voulais encore arriver à un point. Le parti même, en l'état actuel, qui a plus à perdre en allant aux élections dans le contexte, c'est le SDF. Parce que son bastion électoral, son vivier, le fief électoral est complètement, n'est-ce pas, en crise. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, n'est-ce pas, pour ce parti. J'imagine en quelque sorte qu'il pourra en quelque sorte bénéficier des prébendes ou bien des dividendes de l'absence du MRC. Donc, pour revenir à la question que vous posez, je voulais rebondir par rapport à une autre préoccupation, celle qui est relative aux différentes appellations ONEL et les caméos. Je crois que c'est pas un problème véritable par rapport à ces organes qui sont chargés d'organiser les élections. Regardez par exemple en France, qui organise les élections en France? Le ministère de l'Intérieur. Les préfets ne sont pas sous la férule en quelque sorte d'un quelconque parti. Je crois que c'est aussi un problème d'éducation à la citoyenneté, un problème de mentalité. On a beau mettre quel que soit l'habillage qu'on pourrait, n'est-ce pas, donner à l'organe qui serait appelé à organiser les élections. Vous croyez qu'un seul instant qu'on mettrait, quel que soit le nom qu'on pourrait donner, que ce soit la CENI, que ce soit ELECAN ou bien que ce soit le nom, à partir du moment où la configuration, la composition, n'est-ce pas, de cet organe est déjà biaisée, vous attendez à quoi? Je crois qu'ailleurs, sur le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, il n'y a pas pour autant de suspicion comme ça existe dans notre contexte. Et c'est surtout, cela est surtout remarqué en Afrique centrale. Parce que vous savez, nous sommes marqués en quelque sorte par le jacobinisme, qui fait en sorte que il est difficile, n'est-ce pas, d'envisager l'alternance, n'est-ce pas, dans notre contexte. Et même, lorsqu'aucune consigne n'est donnée de façon claire et nette, parce que je ne pense pas que ce soit au sommet de l'État qu'on a demandé au sous-préfet de refuser de délivrer des attestations ou bien des pièces qui sont relatives à la constitution des dossiers. Mais on a assisté à des fugues systématiques, n'est-ce pas, dans certaines localités. Il y a des préfets, il y a des sous-préfets qui ont pris carrément, n'est-ce pas, des congés pour une semaine, sachant que la durée, parce qu'on parlait de 15 jours, mais à bien compter, on se rend compte que les partis politiques n'avaient même pas 15 jours. Parce qu'il fallait inclure le samedi et dimanche, finalement on se retrouvait à 10 jours pour constituer, n'est-ce pas, les dossiers. Maître Kakak a parlé tout à l'heure il a demandé aux partis politiques, il faisait le reproche en quelque sorte aux partis politiques de ne pas anticiper en quelque sorte sur la constitution des dossiers. Mais je crois que c'est un mauvais procès. Quand on sait que le calendrier électoral n'appartient pas en quelque sorte aux partis politiques, c'est très facile de dire qu'on pourrait constituer, n'est-ce pas, son dossier 3 mois à l'avance ou bien en attendant, n'est-ce pas, que les élections, n'est-ce pas, soient programmées. C'est vrai qu'on pouvait avoir une certaine idée, mais il y avait des obstacles tels que remettre tout cela. Ce calendrier n'est pas connu de tous. Voilà, donc je crois que c'est le problème à ce niveau. Alors revenons, Philippe Nanga, sur les 10 points que vous avez évoqués et qui, de votre point de vue, sont fondamentaux en matière de refonte du code du système électoral. Oui. Aujourd'hui, le premier point, c'est la maîtrise du fichier électoral. Et vous allez voir, partout où on veut démarrer une élection dans un pays démocratique, on commence par rassurer les concurrents politiques de la crédibilité du fichier. Donc aujourd'hui, il faut absolument faire ce qu'on appelle un audit du fichier électoral. Absolument. Vous avez des pays comme le Bénin où c'est même inscrit dans leur code électoral qu'on ne peut pas commencer une élection sans d'abord faire un audit. Le Sénégal l'a fait. En Afrique de l'Ouest, quelqu'un disait que c'est une particularité de l'Afrique centrale de tripatouiller à chaque fois. Donc, il faut commencer par, n'est-ce pas, nettoyer le fichier électoral. Ça demande à faire un audit pour que les concurrents politiques se rassurent. Quand vous allez à une élection,
l'élément de base, c'est l'électorat. Si vous n'avez pas la maîtrise de l'électorat, vous ne pouvez pas contrôler. Aujourd'hui, nous expliquons toujours ça aux concurrents politiques, aux partis politiques. La fraude ne se fait plus comme avant, avec le bourrage des urnes. Non, la fraude aujourd'hui est plus scientifique. On travaille en amont, on travaille avec les lois. On travaille avec les lois, c'est avec les lois qu'on travaille, c'est avec les lois qu'on élimine les gens. Il y a des informations que dont vous ne disposez pas et on travaille là-dessus. Quand vous n'avez pas le fichier, vous n'avez pas le nombre exact de l'électorat, vous ne pouvez pas aller à une élection avec assurance. Ce n'est pas possible. C'est la première chose. L'autre chose aussi que nous avons relevé, il y a des choses qui demandent absolument qu'on regarde encore. Il y a des, je crois, l'article qui statue sur la prise en compte de la composante sociologique et du genre. En 2013, il y a 74 dossiers qui ont été rejetés. Parce que, soi-disant, les gens n'avaient pas pris en compte la composante sociologique. Elle reste vague. On ne sait pas à quoi ça renvoie. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument clarifier si on veut aller à l'élection. La question de procès verbal, qui reste encore un problème aujourd'hui. Donc, et l'ECAM, cette fameuse loi qui indique que seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. En cas de contestation. Oui. Et donc, nous, on a eu beaucoup de témoignages à l'issue de la dernière élection. J'ai des présidents du bureau de vote qui m'ont confirmé. Ils ont signé des procès verbaux. Quand ils ont suivi les résultats, les résultats n'avaient rien à voir avec le procès verbal qu'ils avaient signé. Je vous dis ça. Donc nous avons proposé depuis qu'on améliore. On peut avoir un fichier électoral, un fichier de procès verbal à souche. Ça fait que c'est le document unique, tout le monde vise dessus et on détache simplement pour partager à tous ceux qui sont là. Et on ne peut pas, il faut évacuer cette disposition qui dit que seul celui de l'ECAM fait foi. Ça veut dire que si vous venez avec, tous les candidats viennent avec leur procès verbal et que le chiffre est différent de celui de l'élection de Cameroun, c'est celui de l'élection de Cameroun qui est pris en compte. Ça pose un problème. Ça fait partie des choses que nous avons relevées comme étant urgent à voir. Il y a un autre problème, c'est le découpage. Sur le découpage, on va encore à une élection aujourd'hui où on n'a pas réactualisé, n'est-ce pas, l'attribution des sièges au regard de la démographie. Alors que la loi indique que l'attribution des sièges s'adosse sur la démographie, n'est-ce pas, des circonscriptions électorales. Donc, par exemple, vous avez une commune comme celle de Douala, 3e, je pense, ouais, qui a encore 41 conseillers, alors que la population là-bas est largement au-dessus de 500 000 personnes pour mériter au moins 61 conseillers. Donc vous avez plusieurs communes comme ça qui méritent d'avoir 61 conseillers, qui sont encore à 41. Vous avez des communes qui ont 25 conseillers, alors qu'elles méritent d'avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, 41 conseillers. Donc il faut réactualiser parce que ces sièges ont été attribués il y a 20 ans aujourd'hui, et donc on n'a pas réactualisé. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut voir, il faut corriger. Bon, nous avons aussi la question de l'âge électoral. Hein, et donc, nous pensons depuis longtemps qu'il y a une violation quand même du droit aux majeurs, comment on appelle ça, majeurs juridiques, qui sont les jeunes de 18 ans, qui peuvent rester en justice, majorité pénale, qui peuvent, majorité civique même, parce qu'ils peuvent être recrutés dans l'armée. Ils peuvent être recrutés dans l'armée à 18 ans, et donc ils peuvent se marier à 18 ans, c'est bizarre, mais ils ne peuvent pas choisir, n'est-ce pas, leurs élus. C'est quand même un problème. Donc ça aussi, nous pensons que c'est une urgence, ça permet de régler un certain nombre de problèmes. Et il y a aussi l'autonomie d'élection de Cameroun, donc qui reste problématique. Vous savez, élection de Cameroun conduit le processus. La loi dit que l'élection de Cameroun a la responsabilité de conduire l'ensemble du processus électoral. C'est dans la loi. Mais quand vous regardez toutes les élections, la responsabilité de l'ECAM s'arrête à la commission locale de vote.
Donc, dès qu'on a quitté les bureaux de vote, l'ECAM ne contrôle plus le processus électoral. C'est un problème. C'est un problème. Donc, alors que partout ailleurs, l'organe en charge de l'élection électorale conduit tout le processus, proclame les résultats provisoires. C'est un autre problème que nous avons vu. Aussi, c'est une incongruité que nous voyons dans notre système électoral où le contentieux est ouvert avant la proclamation des résultats. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que vous attaquez, parce qu'il faut déjà avoir le résultat et attaquer ce résultat-là. Et on impose aux gens, il y a un autre problème, on impose aux gens le dépôt des requêtes 72 heures après la fermeture et vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, introduire, n'est-ce pas, un élément dans votre requête après la proclamation des résultats ou bien pendant les débats au Conseil constitutionnel. Ça, c'est un problème. Donc, nous pensons que l'ECAM doit pouvoir conduire le processus électoral, donner les résultats provisoires. À partir de ce moment-là, on ouvre le contentieux. Voilà, on ouvre le contentieux sur la base des résultats proclamés par élection. Comme ça se fait partout. Ça peut pas être l'inverse. Et maintenant, c'est après le contentieux que le Conseil constitutionnel proclame donc les résultats définitifs. Voilà quelques éléments, n'est-ce pas, que nous avons estimé être des urgences. Au-delà du bulletin unique, ben, pour cette élection locale, c'est un peu compliqué, mais il y a aussi le bulletin unique. Nous avons démontré que ce n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs bulletins, ça ne sert à rien. Un seul bulletin suffirait. Nous avons aussi fait une expérience. On a pris l'exemple au Gabon où ils ont une enveloppe à 2 poches. Vous avez une poche où vous mettez le bulletin choisi, au cas où on n'a pas un bulletin unique, et l'autre poche où vous mettez le reste. Donc, il n'y a pas le sac à rugby comme ici, parce que le sac à rugby, on a vu que les gens continuent de sortir avec les bulletins, donc ça favorise l'achat des voix. Donc, un bulletin à 2 poches, ça permet de conserver tous les bulletins. Pour que votre vote soit validé, il faut que le bulletin ait l'ensemble des bulletins. Donc, le bulletin choisi plus les bulletins rejetés. Si vous n'avez pas tous ces bulletins dans l'enveloppe, votre vote est rejeté. Donc, ça permet d'éviter que les gens sortent avec les bulletins pour le marchandage de voix. Pour le marchandage de voix. Donc, ce sont des éléments que nous avons. Il y en a beaucoup dans notre code électoral qui font conflit et qui, pour nous, demandent. Par exemple, là, nous avons observé, nous avons suggéré également aussi que les périodes par exemple, de constitution des dossiers là, soient élargies à 20 jours au moins. Ça, on avait proposé ça depuis 2013 parce qu'on avait estimé que tous ces délais n'étaient pas raisonnables. Quoi qu'on dise, la maîtrise, et nous avons aussi évoqué la question de la maîtrise du calendrier électoral. Les gens nous disent souvent, mais écoutez, vous exagérez, le code électoral précise bien à quel moment on peut. Non, le code électoral, donne les dates limites. Vous voyez, ça donne les dates limites au-delà desquelles le président ne peut pas convoquer l'élection. Mais si vous regardez pour cette élection-ci, on vous dit que l'élection doit avoir lieu 30 jours avant l'expiration du mandat ou 120 jours après l'expiration du mandat. Ça fait 180 jours. Ça fait 5 mois. Donc le président, le président a donc la latitude de jouer dans 5 mois. Vous voyez un peu? Donc vous ne pouvez pas maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser. Et aujourd'hui, où le président de la République peut reporter les élections comme il veut, parce qu'il pouvait encore, il avait encore 1 mois et demi pour encore reporter. C'est pour ça la question, la stratégie que dit Maître Kaka, qui est une bonne idée, mais ne va pas fonctionner. Parce que imaginez-vous si les gens avaient commencé depuis 18 mois. Comme ça. À chaque fois, ce serait périmé, à chaque fois, il serait en train de recommencer. Peut-être qu'ils vont quand même faire ça, ils perdent un peu de temps. Non, sauf que justement, parce qu'on fait exprès de laisser cette latitude au chef de l'État, d'avoir seule la maîtrise et la possibilité de reporter et jouer là-dessus. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas être fixé. Ça, c'est des éléments qui mettent déjà hors jeu les autres concurrents politiques qui ne peuvent pas avoir la maîtrise du calendrier électoral. Alors, sur les éléments qui ont été évoqués par Philippe Langa, Maître Kaka, c'est vrai que vous avez indiqué tout à l'heure qu'on peut contourner ces mesures-là, mais ce sont des éléments qui paraissent pertinents non, pour avoir un code électoral consensuel qui permette d'organiser des élections libres et transparentes avec des élus qui soient légitimes. Duval, si je vous disais que les idées développées par Philippe Manga étaient de mauvaises idées,
j'ai fait preuve d'une grossière malhonnêteté intellectuelle. Il a dit des choses très vraies, des choses très pertinentes. Mais je continue à lui faire observer que le problème de fond au Cameroun, ce n'est pas à ce niveau. Parce que si vous partez voir les membres du gouvernement, leur donner toutes ces idées, dès que vous finissez votre discussion, vos idées et vos documents sont dans les tiroirs. Les gars s'en moquent éperdument. Ça, on le sait. Le vrai problème de ce pays, ça je le dis la main sur le cœur, et je profite de cette tribune pour faire cette observation. Le vrai problème de ce pays, c'est que l'opposition camerounaise brille par une faiblesse qui fait que qu'elle ne réussisse pas à devenir un vrai groupe de pression qui va contraindre le gouvernement à changer. J'ai eu le privilège, il n'y a pas très longtemps, de vivre en direct l'élection présidentielle en RDC. Les gens vont beaucoup dire qu'il y a eu des négociations de coulisses entre le président Kabila et le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais la vérité, c'est que même s'il y a eu ces deals, c'est parce qu'en fait, le président Kabila a trouvé matière qui avait tous les éléments pour résister. Il était obligé de partir, mais en trouvant peut-être un stratagème. Mais toujours est-il que là-bas, l'opposition est forte. Là-bas, l'opposition est gérée par des plateformes. Il y a 2 plateformes de l'opposition qui tiennent tête au pouvoir. Lorsque ces plateformes observent, j'allais dire, une irrégularité, les gars se lèvent comme un seul homme pour dénoncer et parfois, en fait, dans tous les cas, ils réussissent toujours à avoir le résultat. Ce que je veux dire, en fait, c'est quoi? Vous avez décrit les obstacles que les candidats de l'opposition ont trouvés sur leur chemin pour confectionner les listes, pour confectionner leurs dossiers. La logique aurait commandé que les principaux partis de l'opposition se lèvent comme une seule structure pour dire que nous disons non. Si ça continue comme ça, nous, on ne part plus à l'élection. Et c'est que la décision qui a été prise par le MRC devait être prise par tous les partis. Et je suis sûr. Oui, bien au contraire. Lorsqu'on observe, je veux dire, lorsqu'on écoute les réactions des uns des autres, on a le sentiment que certaines formations politiques se réjouissent de plutôt. Le MRC ne participe pas. On le laisse en boulevard pour aller conquérir ces sièges. Posture, vous ne rendez pas service au peuple. Vous rendez plutôt service au pouvoir, parce que le pouvoir aime toujours voir l'opposition dans cette situation pour pérenniser son pouvoir totalement stérile qui n'apporte plus rien au Cameroun. C'est ça le vrai débat. Donc je dis, les idées de Philippe Nanga sont d'une pertinence incontestable. Okay. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, pour que nous réussissions à impulser une véritable dynamique d'alternance dans ce pays, il faut que l'opposition camerounaise politiques sorte de la posture, j'allais dire, de militantisme, de positionnement, pour comprendre que ce qui doit primer, c'est l'intérêt supérieur du Cameroun et des Camerounais. Tant que nous continuons à penser que parce que le MRC s'est retiré de l'élection, l'occasion leur a donné de devenir des députés, de devenir des maires, des conseils municipaux. Je suis convaincu à plus d'un titre que la RDPC va nous gouverner jusqu'à ce que nous autres nous disparaissions de ce monde. Ça, c'est la vérité. Donc, moi, les idées sont bonnes, mais faites des efforts pour amener l'opposition camerounaise à mutualiser ses forces. Disons qu'il faut créer un rapport de force, parce que l'exemple du Congo que vous prenez, oui. Le Congo, ce n'est pas seulement les formations politiques. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Il y a les universités, il y a des plateformes des universitaires qui se sont créées juste pour discuter sur... Il y a l'église qui est très forte. Il y a l'église morale. Il y a l'église. Mais Philippe, nous le faisons au Cameroun. Non, mais il y a pas... Au contraire, moi je veux vous dire quelque chose qui est quand même remarquable. Et ça, tout le monde le reconnaît en Afrique. Vous voyagez dans beaucoup de pays, vous pouvez en avoir, j'allais dire, des témoignages. Tout le monde reconnaît que la presse camerounaise fait un travail de titan. Ça ne faut pas se leurrer. La presse camerounaise fait beaucoup d'efforts. Les Camerounais, au niveau de la société civile, font beaucoup d'efforts. Mais nous sommes desservis par la tangente prise par les formations politiques de l'opposition, où chacun fonctionne
en fonction de ses propres intérêts. C'est ça le vrai problème. Je suis convaincu que la situation que nous déplorons aujourd'hui par rapport à l'élection à laquelle nous allons assister dans quelques jours, si tous les partis politiques s'étaient levés de manière unanime, je suis convaincu que le pouvoir de Yaoundé aurait fléchi. Alors, Dr Dassan, en train de sortir de l'émission, vous avez écouté les observations qui ont été faites par Philippe Nanga et beaucoup d'autres organisations de la société civile sur les modifications qui pourraient être apportées au code électoral de manière à le rendre beaucoup plus intéressant. La question du fichier électoral, la composition sociologique et des genres qu'il faut préciser, le procès verbal des décans qui fait foi en cas de contestation, ce qui est un problème, la question du découpage et de l'attribution des sièges en fonction du poids démographique de chaque localité, le problème de l'âge électoral, l'autonomie réelle d'Elections Cameroun, sans oublier la question de la publication des résultats qui doivent déboucher de contentieux post-électoral. Je ne vais pas revenir sur les délais qui sont donnés aux candidats pour constituer le dossier. Ce sont des observations qui sont pertinentes, qui devraient être prises en compte si jamais à Yaoundé on décidait effectivement d'améliorer le code électoral pour les prochaines consultations électorales. Oui, il y a beaucoup de dispositions qui sont conflictogènes dans le code électoral. Il n'y a plus que ça. Je crois que tout ce qu'il a évoqué là pourrait participer effectivement à crédibiliser les élections, légitimer même toutes les personnes qui seraient issues, n'est-ce pas, de ces élections. Moi, je voulais surtout insister sur l'élection à 2 tours, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait allusion à cela. Je crois que c'est aussi une bonne ouverture qui pourrait participer de la transparence au niveau des élections présidentielles. Oui, moi je suis en train de globaliser les élections pour l'élection présidentielle et pour revenir même aux élections, les élections municipales et les élections locales. Je crois que le système, il a parlé du bulletin unique. Je crois que ça participerait, non seulement ça faciliterait les choses et ça permettrait de contrôler aisément, n'est-ce pas, la situation. Au moment où j'ai eu la chance d'être scrutateur dans un bureau de vote, effectivement, ce qu'il a dit, c'est réel. C'est-à-dire on signe sur les bordereaux. Mais si on peut prolonger en intégrant les souches, c'est-à-dire que quand on signe sur l'original, peut-être les originaux partent et les souches sont à la portée, n'est-ce pas, de tout le monde. Je crois que ce serait une avancée qui permettrait de crédibiliser les élections et légitimer toutes les personnes qui seraient issues, n'est-ce pas, de ces élections. On sort de l'émission, Dr Kempha, que le mot de fin, peut-être en rapport avec ces modifications que nous souhaitons voir dans le code électoral pour qu'il soit plus crédible et qui débouche sur les élections, qui permet d'organiser des élections transparentes. Au-delà de ces modifications et peut-être de bien d'autres qui sont également nécessaires, la suite, nommer des personnes justement qui sont impartiales. Parce que s'il faut que l'organisme donne des résultats provisoire avant le contentieux qui sera fait devant les juridictions compétentes, il faut bien sûr qu'on ait au niveau de cet organe des personnes effectivement non partisanes qui sont là simplement pour veiller à ce que l'expression sincère que le peuple a fait dans l'urne soit effectivement respectée. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On reviendra, Philippe Nanga, surtout le premier élément que vous avez évoqué. Je crois que c'est pas au hasard, vous avez parlé du fichier électoral. C'est la clé de voûte même de cette élection. Oui, c'est aussi important. Le code électoral, c'est sûr que c'est l'élément fondamental, mais dans l'état actuel, il est important que les Camerounais soient au moins unanimes sur une chose. Nous ne pouvons pas aller à une élection aujourd'hui en excluant nos frères et sœurs des 2 régions anglophones. C'est une insulte, c'est un déni de ces populations-là. C'est pas sérieux, ça fait pas sérieux du tout. Nous avons fait un petit enquête auprès des déplacés qui sont à Douala. Beaucoup veulent participer au processus électoral. Ils n'ont plus de leurs documents officiels. Il y en a qui sont hors du pays et tout ça. C'est quand même plus de 800 000 inscrits dans le fichier électoral. C'est quand même une incongruité de comprendre qu'on va aller à l'élection en ignorant toutes ces personnes-là. Ça fait pas sérieux. Je pense qu'au moins les Camerounais devraient être unanimes sur ça, qu'on ne peut pas aller à l'élection locale. On a triché. Il faut le dire, on a triché avec l'élection présidentielle. On ne peut pas tricher avec les élections locales. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Philippe Nanga. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'ONG Un Monde Avenir. Vous travaillez sur les questions de citoyenneté, démocratie, gouvernance. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous, maître Simon Serge Kakak. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes président de l'association
des juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Merci, Dr Dassa Moussa Khalil, d'être sur ce plateau. Vous êtes enseignant au département de droit privé, c'est à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Merci également à vous, docteur Étienne Kenfak, vous êtes enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, notamment au département de droit public. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.